Bonsoir Anthony Favier. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste du catholicisme. Ce week-end, tous les évêques de France vont se réunir lors d'une grande conférence. Ce sera à Lourdes. Et pour la première fois, 8 victimes d'abus sexuels sont appelées, sont conviées à témoigner. Anthony Favier, est-ce qu'on peut parler d'un vrai geste de la part de l'Église pour plus de transparence ou surtout d'un coup de com'? C'est assurément une première. C'est la première fois que des victimes vont être entendues directement par des évêques à l'Assemblée générale à Lourdes, qui a lieu 2 fois par an et qui est une sorte de petit parlement de l'Église de France, même s'ils n'aimeraient pas qu'on dise ça comme ça. Et donc le geste est fort. Le geste fort, mais il est à la hauteur du désarroi qui saisit les catholiques aujourd'hui face aux révélations qui s'enchaînent, les unes après les autres, à l'étranger, mais désormais également en France, 2 prêtres qui ont été suspendus dans le diocèse de Luçon, dans le pensionnat de Chavagne. Donc il y a une vraie attente de la part des fidèles, et pas que de la société civile, et je pense que les évêques ont voulu marquer le coup. En même temps, on est quand même frappé par le faible nombre de victimes conviées, 8, ça paraît quand même assez peu. Alors, je ne sais pas comment les évêques ont pensé cette rencontre, avec qui, selon quel dispositif. Il faut avouer que les évêques de tous les diocèses de France, plus le diocèse des armées, c'est 118 évêques à Lourdes. Donc c'est une assemblée assez importante. On l'a vu sur les images, ça ressemble à une sorte de petit parlement, une assemblée, un hémicycle. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu mettre en face à face des victimes par rapport aux évêques pour des raisons d'humanité? Peut-être. 8, c'est peut-être aussi le signe qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu à l'appel, et il y a un gros manque dans cette rencontre, c'est celui des victimes de l'association La Parole Libérée. Oui, alors La Parole Libérée, c'est la principale association de victimes de prêtres pédophiles. Et en effet, elle a été conviée et elle a renoncé à venir. On sait pourquoi ? Moi, je ne sais pas. Il faudrait demander aux responsables de La Parole Libérée ou des évêques de France pourquoi cette rencontre ne s'est pas eue. Le fondateur de l'association explique qu'il y avait assez peu de respect dans l'accueil, dans le travail aussi en amont pour préparer justement des groupes de travaux sur les actes de pédophilie, etc. Je crois que La Parole Libérée, qui est née au moment où l'affaire Prénat dans le diocèse de Lyon, donc ce prêtre qui était moniteur de scoutisme et qui a abusé des centaines de victimes, cette association qui a fédéré toutes ces victimes-là se sent un peu parfois menée en bateau parce que les gestes de pénitence sont très nombreux dans l'Église de France, comme dans l'Église catholique dans le monde entier, mais les actes concrets de pénitence et les réalisations concrètes tardent à venir. Et on peut comprendre d'une certaine manière la laïcitude de La Parole Libérée. Et pourtant, la Conférence des évêques de France dit vouloir faire de ce rassemblement, je la cite, une marche supplémentaire dans la prise en compte de ce fléau. Mais il manque des actes. J'espère, en tout cas, ce qui produit actuellement, c'est que, et on voit bien à Témoignage chrétien, c'est que quand on rassemble la parole des laïcs ou des prêtres qui n'en peuvent plus de cette situation et qu'on demande des actes, ça avance. Mais si on ne bougeait pas nous-mêmes, et si ce n'étaient pas des laïcs qui se saisissaient de l'appel du pape François à combattre le cléricalisme, les évêques chercheraient toujours à régler les choses selon la manière qui leur plaît, c'est-à-dire en évitant le scandale et en recherchant le silence. En recherchant le silence, et on l'a vu encore hier, puisque le père Vignon vient d'être sanctionné. Le père Pierre Vignon avait demandé la démission du cardinal Barbarin dans une pétition, et on a appris donc qu'il était démis de ses fonctions de juge au tribunal ecclésiastique de Lyon. Ça, c'est quand même un signal inquiétant pour les victimes. C'est un signal inquiétant parce que le père Vignon est un des rares ecclésiastiques prêtres, c'est-à-dire qu'il y ait des vraies fonctions, qu'il ne soit pas dans une paroisse de 2e zone, qui a osé dire des choses et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, par ambition, parce qu'en faisant ça, il ne deviendra jamais évêque, il n'aura aucune promotion. Il s'est sacrifié pour demander ce qu'il a demandé, le départ du cardinal Barbarin. D'ailleurs, c'est dommage, parce que ça pourrait être un vrai acte de transparence de la part de l'Église, de dire on l'écoute, et pourquoi pas même le nommer évêque un jour, parce qu'on sait qu'on veut vraiment faire place nette. Pourquoi pas, ou à la tête d'une commission, je ne sais pas, que sais-je, en sachant que le père Vignon, quand vous lisez et que ce qu'il écrit dans sa pétition, il agit en canoniste. Un canoniste, c'est spécialiste du droit canon, des règlements internes du droit de l'Église, si vous voulez. Et il dit que quand un évêque n'a plus la confiance de sa communauté, il est important qu'il remette ses fonctions. Et donc il a agi en conscience, en suivant l'appel du pape François, c'est-à-dire en suivant l'appel du pape François de combattre le cléricalisme, et en canoniste, c'est-à-dire en spécialiste de l'Église. Donc l'accuser aujourd'hui d'anticléricalisme, c'est dur, et en plus, le démettre le jour de la Toussaint, faire un martyr le jour de la Toussaint,
c'est très maladroit de la part des évêques de France. Et par ailleurs, on vient de le voir, dans la pétition, il y a quand même eu plus de 100 000 signataires. Ça veut dire quand même que derrière cette sanction, on ignore, on balaie d'un revers de bras ces 100 000 de personnes qui demandent plus de transparence. Alors, la pétition, c'est un outil qui peut être critiquable dans une démocratie, mais c'est un outil important dans une démocratie d'opinion, malgré tout. Et 100 000 personnes, surtout quand on sait que la France catholique pratiquante est assez réduite, ça veut dire que cette pétition a rencontré vraiment un écho auprès du peuple de Dieu. Et au-delà, parce que le scandale dépasse les catholiques eux-mêmes, parce que l'Église catholique, elle gère des tas d'institutions sociale, elle socialise beaucoup d'enfants. Et donc là, on voit bien qu'il y a un appel. Justement, pour protéger ces enfants, est-ce que des annonces, des mesures concrètes vont être annoncées ce week-end? Alors, durant les derniers jours, les évêques de France, devant un certain désarroi, ont lancé des choses. La première chose, c'est qu'ils ont publié de manière anticipée les chiffres de la pédophilie. Depuis 7 ans, on ne les avait pas. Les nombres de signalements Voilà, 220. C'est-à-dire que depuis 1 an, on ne l'avait pas. 220, c'est autant que les 5 années avant. C'est-à-dire qu'en 1 an, la parole s'est libérée, 220, et il n'y a eu que 74 signalements aux autorités judiciaires. Alors ça, c'est une publication de chiffres qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas publiée. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elles vont proposer pour lutter contre les crimes pédophiles? Alors, c'est dans l'air, sans mauvais jeu de mots. Ça veut dire qu'une commission dite indépendante serait peut-être à l'étude, c'est-à-dire confiée à des gens respectables par leur statut ou par leur expertise sur la question, une sorte de grand audit. Et ça fonctionne, ça, des gens respectables? Comment on est sûr que cette commission est vraiment indépendante et que ça n'est pas un entre-soi, comme on a là déjà vu par le passé, des commissions indépendantes? Le point de vue équivalent, c'est l'Allemagne. Une commission indépendante dont le mandat dépend entièrement des évêques, c'est quoi comme indépendance? Et quels moyens derrière? Quels moyens d'accès au dossier? Parce qu'un des problèmes en Allemagne, c'est que les gens qui ont fait le rapport, ils ont dit mais on a accédé à 38 000 pièces, certes, mais un certain nombre de pièces ont été détruites ou dissimulées. Donc les propres gens se sont détachés. C'est difficile d'avoir accès aux archives, des officialités, parce qu'il existe dans l'Église catholique le secret pontifical, qui est une sorte de secret d'État, secret de défense pour l'Église. Donc les commissions qui ont véritablement marché, on a d'autres exemples à l'étranger. Alors qu'est-ce qui fonctionne? Alors en Irlande, on a eu le Parlement de 2001 à 2008, 7 années d'études, de 1936 à la... Donc il va falloir encore beaucoup de temps. Oui, voilà. C'est ça qu'on comprend. Et aussi en Australie, une commission qui avait bien marché, la commission royale sur les abus sexuels en Australie. Anthony Favier, juste, on comprend bien ces résistances qui existent. En même temps, certains prêtres disent qu'ils sont fortement éprouvés par cette crise profonde. Ils dénoncent une forme d'inquisition. Certains se font injurier dans la rue. Est-ce qu'il y a un réel risque d'amalgame? Certains parlent de cléricophobie. Peut-être, assurément, c'est le risque. Est-ce qu'il faut donc passer par là? Alors, les prêtres sont aussi dans un profond désarroi et parfois abandonnés par leur évêque dans des situations difficiles. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Parce qu'ils sont les produits d'un système, ils sont dans quelque chose qui est très fermé, qui a son fonctionnement, et eux-mêmes sont les victimes de ce système-là. Et assurément, j'imagine qu'un grand nombre de prêtres sont des personnes éminemment respectables qui font des choses très bonnes pour la société. Néanmoins, on est en droit, nous, la société ou les baptisés, de poser les questions. On ne cherche pas des personnes, on cherche un système. On cherche à comprendre comment Vous dites quoi? Qu'il faut que davantage de personnes soient actifs dans l'Église, c'est ça? C'est la volonté du pape François. Le pape François, face à ces abus et ces révélations qui arrivent aux États-Unis, en Allemagne, au Chili, en Argentine, a appelé le peuple de Dieu, a appelé les catholiques eux-mêmes à s'emparer de cette question-là et à faire qu'il n'y ait pas une corporation des prêtres qui gère ces petites histoires quand il y arrive, en évitant le scandale et en cherchant à enterrer les choses, mais que tout le monde s'en empare et que tout le monde fasse l'épreuve, même si elle est douloureuse, de la lumière et de la vérité sur ces situations qui sont difficiles. Merci Anthony Favier. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste du catholicisme et vous collaborez également régulièrement avec la revue Témoignages chrétiens. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarly, une émission consacrée au référendum en Nouvelle-Calédonie. La dernière colonie française va se prononcer sur son indépendance. Quelles conséquences si le non l'emporte et si le oui gagne in extremis? La Nouvelle-Calédonie est-elle prête? C'est dans l'air, c'est dans un instant.